Messieurs, chers invités, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de l'association Sciences Po pour l'Afrique que j'ai l'honneur de présider cette année. Nous avons le plaisir d'organiser cette conférence en partenariat avec deux structures. D'une part, l'association du programme Europe-Afrique de Sciences Po et d'autre part, l'association indépendante Teranga Web, l'Afrique des idées. Alors, après notre conférence inaugurale sur la crise politique et militaire au Mali, nous abordons ce soir un thème économique, non sans une forme de continuité d'ailleurs, si je puis me permettre, puisque l'un des trois intervenants que nous recevons ce soir a été pendant 6 ans ministre des Finances du Mali et à 2 reprises candidat aux élections présidentielles de son pays. Mais c'est plutôt de développement économique dont nous allons parler ce soir, autour du thème suivant: sous-développement et mauvaise gouvernance, l'Afrique a-t-elle définitivement tourné la page? Alors, cet intitulé se veut quelque peu provocateur, et à cet égard, il me semble qu'il appelle 2 commentaires. Le premier se fonde sur le constat selon lequel les 10 dernières années ont marqué un tournant majeur pour l'Afrique. Comme vous le savez, les économies africaines ont rompu avec la morosité des années 1980 et 1990, et elles ont entamé une croissance soutenue qui se reflète assez généralement sur l'évolution du PIB. À cet égard, s'il y a un chiffre à retenir, c'est bien celui de 5,2%, qui correspond au taux de croissance moyen de l'ensemble du continent entre 2001 et 2010. Ce constat est somme toute assez généralement partagé. Et le second commentaire sur lequel je souhaite attirer votre attention est que notre thème de ce soir cherche justement à aller au-delà de ce simple constat pour soulever un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, la croissance africaine est-elle synonyme de développement? Est-elle synonyme d'amélioration des conditions de vie et des populations? Ensuite, s'agit-il d'une croissance structurelle? Est-elle soutenable sur le long terme? Et puis enfin, quels sont les modes de gouvernance qu'on pourrait mettre en place à bien des égards pour essayer de soutenir cet essor du continent africain? Alors, pour répondre à ces questions et en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir 3 intervenants. Le premier a été président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 2004 à 2011. Soumaïla Cissé a aussi été de 1994 à 2000 ministre des Finances du Mali, pays dans lequel il est un acteur politique de tout premier plan, puisqu'il est notamment arrivé 2e aux élections présidentielles de 2002. Et en 2012, M. Cissé était également candidat aux élections qui n'ont pas pu avoir lieu en raison du coup d'État du 22 mars. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour l'honneur que vous nous faites d'être là ce soir. Notre deuxième intervenant est un banquier d'affaires. Il est le président de PAI Partners, l'un des principaux fonds d'investissement européens. Lionel Zinsou est l'un des tenants de l'afro-optimisme. Il nous dira peut-être ce que c'est. Et puis surtout, il accompagne des pays africains, pays dans lesquels il intervient comme conseiller spécial du président de la République, Yahi Boni. Cher Monsieur Zinsou, je vous remercie, et pas seulement pour votre présence ce soir, mais pour la sollicitude constante avec laquelle vous accompagnez Sciences Po. Et nous sommes toujours aussi ravis de vous recevoir dans cette maison. Notre troisième intervenant a travaillé pendant 8 ans à la Banque mondiale comme directeur opérationnel. Au cours de sa carrière, Serge Mikhailov a été pendant 15 ans représentant de l'AFD dans divers pays africains, avant de devenir de 2001 à 2004 directeur exécutif chargé des opérations de l'AFD et vice-président de Proparco. Serge Mikhailov est donc un spécialiste de l'aide publique au développement, matière qu'il enseigne d'ailleurs ici à Sciences Po. Je précise également qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les apprentis sorciers du développement, La France et l'Afrique, À quoi sert d'aider le Sud,
Et son dernier livre intitulé « Notre maison brûle au sud, que peut faire l'aide au développement ?» est paru chez Fayard en 2010. Monsieur Mikhaïlov, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, avec de tels intervenants, j'imagine bien votre impatience de me voir me taire et de les voir prendre la parole. Je vais juste m'arrêter là et j'aurai également le plaisir de modérer cette conférence. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente conférence. Voilà. Alors, ma première question va à l'endroit de M. Zinsou. Quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la dernière décennie du point de vue économique en Afrique? Et est-ce que, selon vous, on peut parler d'une sortie du sous-développement? Merci, M. Ndiaye, pour cette question toute simple et extrêmement courte. Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Merci de nous accueillir dans cette conférence. Juste un petit commentaire sur le titre. La preuve, vous voyez, que l'afro-optimisme ne progresse pas, c'est que le bon titre pour cette conférence, ce serait « Développement et bonne gouvernance ». Vous avez ajouté « sous » et vous avez ajouté « mauvaise ». Franchement, est-ce qu'on ferait une conférence dans cet amphithéâtre sur le thème « La France de M. François Hollande, récession et couacs gouvernementaux ». Ce serait déplaisant. Ce serait déplaisant. On aurait du monde. On parlerait compétitivité, croissance et confiance, comme on dit de nos jours. Donc vous voyez, il faut faire très attention, même dans les titres. Le sujet, c'est développement et bonne gouvernance en Afrique. C'est pas l'inverse. Et en quoi il y a développement et bonne gouvernance en Afrique? Mais je vais répondre à votre question. Et la deuxième question, c'est avons-nous tourné la page définitivement? Mais pourquoi vous voulez demander à l'Afrique, avec des adverbes aussi forts que définitivement, de définitivement tourner la page de la mauvaise gouvernance? C'est évidemment un processus historique très complexe, placé sous le contrôle des peuples. Est-ce qu'on a définitivement tourné la page? Vous diriez que la France a définitivement tourné la page de son déclin. Est-ce que vous diriez qu'il n'y a aucun doute sur la croissance européenne? Vous voyez une conférence qui serait l'Europe a-t-elle définitivement tourné la page de la crise de l'euro? Vous n'avez pas le droit, Monsieur Ndiaye, de nous demander de tourner les pages définitivement. Vous avez le droit de nous demander d'être dans des processus historiques dans lesquels il y a des progrès, il y a des retours en arrière. Vous avez très gentiment dit que je jouais un rôle au Mali. D'une certaine manière, vous avez raison. Ça pouvait ressembler à un lapsus suggérant que vous aviez perdu la trace du Bénin au passage, parce que c'est peut-être plutôt quand même le Bénin. Mais ça aurait pu être le Mali. Il aurait fallu que le projet de fédération du Mali, qui était vivant en 1960, et auquel d'ailleurs mon oncle, dans la vie politique du Bénin, était très attaché, à côté du président de l'actuel Mali, du président du Sénégal de l'époque, on aurait pu faire fédération du Mali. Et à mon avis, on aurait fait fédération du Mali, c'est-à-dire qu'on aurait suivi plutôt l'orientation du PRA que l'orientation du RDA, qu'aujourd'hui on aurait, dans l'UMOA de Monsieur le Président, on aurait aujourd'hui une intégration qui ferait de la fédération du Mali, qui aurait pu être l'indépendance de l'Afrique occidentale, quelque chose de beaucoup plus fort. Bon, on a la nostalgie de la fédération du Mali. Donc j'aimerais bien que ce soit vrai que je sois un citoyen du Mali, vous voyez. Mais il y a des retours en arrière. Sur le panafricanisme, il y a des avancées et des retours en arrière. Mais en même temps, il est incontournable. L'intégration africaine, elle progresse par aller et retour. Elle sera un jour un élément essentiel d'une meilleure gouvernance en Afrique. Le renforcement de la gouvernance d'intégration. Aujourd'hui, on résoudrait tellement mieux nos problèmes économiques si on avait de vrais processus, de vraies politiques publiques de l'intégration régionale. Tous les efforts qu'on fait en matière d'infrastructure, d'échange intérieur, alors qu'on est le continent qui échange le moins avec lui-même,
on arriverait à les dépasser si on était capable de faire comme on le fait un peu dans le domaine monétaire, si on était capable de faire un peu douanier, si on était capable de faire intégration régionale. Donc vous voyez, il y a des allées, il y a des retours, on ne va pas tourner les pages définitivement. Sur 10 ans d'économie africaine, je crois qu'il faut reconnaître que l'Afrique est en progrès du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec des grandes différences pays par pays, mais elle est en progrès, et elle est en progrès de façon régulière depuis 12 ans. Et ça ne veut pas dire que les progrès ne créent pas eux-mêmes les problèmes collatéraux du progrès. Donc faire attention à ne pas être manichéen, c'est pour ça que je ne suis pas en fait afro-optimiste. Je crois qu'il est très important d'avoir une image positive des changements en Afrique, c'est fondamental, parce que je ne vois absolument pas pourquoi on serait le seul continent à avoir systématiquement une image négative. Tout ce qu'on dit de l'Inde, de positif, l'Inde qui est un sous-continent un peu plus peuplé et un petit peu moins riche que l'Afrique, on le dénie à l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi. Donc je crois qu'il faut avoir une image positive de l'évolution de l'Afrique, mais il faut être conscient que cette évolution de croissance forte crée des problèmes collatéraux, il faut les penser ensemble. Et c'est pour ça que ça n'est pas très facile de gouverner l'Afrique, et c'est pour ça que les progrès de la gouvernance ne vont pas tout à fait au même rythme que les progrès de l'indicateur du PIB. Parce que la gouvernance, c'est quand même beaucoup plus complexe que l'évolution du seul PIB. Faire attention à ceci, il faut penser en même temps deux phénomènes qui sont seulement un paradoxe en apparence. Ça fait une douzaine d'années qu'on a une croissance soutenue, complète, d'un bout à l'autre du continent. C'est vrai et c'est nouveau. Donc il ne faut pas le nier. Et c'est suffisant pour être une vraie croissance par tête. Donc il se passe quelque chose en termes d'enrichissement des personnes et de sortie de la pauvreté d'une partie des populations africaines. Mais nous avons une telle dynamique démographique que nous sommes dans ce paradoxe sur lequel moi je crois qu'il faut toujours insister. Il y a de plus en plus de gens qui sortent de la pauvreté en Afrique. Mais si vous comptez les citoyens dans nos pays, il y a de plus en plus de pauvres. Et ça n'est pas un paradoxe en fait. C'est simplement que dans notre situation démographique, nous avons la pauvreté qui se réduit statistiquement, et c'est fondamental, et nous avons le nombre de pauvres qui, en valeur absolue, remplit nos bidonvilles, rend nos systèmes sociaux de santé publique et d'éducation extrêmement difficiles à gérer et presque faillis, et qui fait que nos populations jeunes ont beaucoup de mal à rentrer dans la vie active et à y trouver leur place, quel que soit leur niveau de diplôme. Nous sommes le seul continent au monde où, au lieu que plus on est diplômé, plus on a de chance d'avoir un emploi, on finit par avoir de moins en moins de chances d'avoir un emploi, plus on monte dans le niveau de diplôme, ce qui est un paradoxe insupportable. Pourquoi ? Pour cette raison toute simple que dans le Bénin de l'indépendance, on était 2,5 millions, dont probablement 1,5 million de pauvres. Dans le Bénin d'aujourd'hui, nous sommes 10 millions, dont probablement 2 millions de gens, entre 2 et 3 millions, en état d'extrême pauvreté. Et il y a donc deux façons de voir le phénomène du développement ou du sous-développement. La première, qui est de constater que 7 millions de Béninois d'aujourd'hui sont sortis de l'extrême pauvreté, et ça se mesure en ration nutritionnelle, en effondrement de la mortalité infantile, en progrès extraordinaire de l'alphabétisation, en développement de la formation professionnelle, etc. Donc ça se mesure par toutes les consommations et par tous les indicateurs sociaux. Ça, c'est une façon de voir un pays où l'extrême pauvreté s'est réduite. Maintenant, si vous demandez combien y a-t-il de gens dans les bidonvilles, de combien de lits d'hôpitaux on manque et de places dans les écoles, les collèges, les lycées, eh bien, vous apercevrez qu'au lieu d'avoir 1,5 million d'exclus, on en a 3 millions. Et quant à la gouvernance, la difficulté de gouverner l'Afrique, c'est qu'on n'est pas élu par des statistiques, on est élu par les tensions que crée dans une société le fait qu'il y ait de plus en plus d'exclus en nombre. Et
il n'y a aucune contradiction logique, mais il y a une contradiction politique terrible entre la réduction statistique de la pauvreté, qui est une immense satisfaction et franchement une raison d'espérer, et le fait qu'il y a de plus en plus d'exclus. Il faut regarder ça en face, et qu'il faut définir des politiques publiques pour ces exclus, et que c'est toujours aussi difficile. Et quant à la gouvernance, on va dire des tas de méchancetés sur la gouvernance, sur les élites, sur tous les défauts de la gouvernance en Afrique. Mais c'est ingouvernable. Il faut quand même faire attention à ceci. La colonisation, le bon vieux temps de la colonisation. J'étais au CHU de Cotonou dimanche, parce qu'avec la Fondation, on essaye de rénover un peu, d'aider à rénover le CHU. Au moment de l'indépendance, il y a un hôpital en République du Dahomey. Et il y en a un qui va bientôt ouvrir, qui est à 400 km au nord, à Parakou. Aujourd'hui, il y en a dans toutes les communes, dans toutes les zones. Ils sont dans un triste état, peut-être, enfin, il y en a un dans les 77 communes du pays, et plusieurs dans les grandes agglomérations. Il y a un hôpital en 1960. Les écoles de 1960, elles ont des instituteurs formés, des vitres aux fenêtres, l'électricité. Et aujourd'hui, il arrive qu'on fasse l'école en 2-8 sous un arbre, tellement il y a d'enfants et tellement il y a peu de maîtres. Mais l'immense différence, c'est qu'au moment de l'indépendance, on scolarise 400 000 enfants, et aujourd'hui, on en scolarise 5 millions. Et il n'y a pas de gouvernement de pays développés qui aurait su multiplier par 12 le nombre des enfants à scolariser et adapter la gouvernance à ce genre d'ampleur des phénomènes sociaux. Donc faisons attention toujours, en propos liminaires, oui, on a une croissance formidable dont on va se réjouir, non, ça ne résout pas tous les problèmes, oui, ça crée des problèmes collatéraux, qui sont les problèmes d'une forte croissance, parce que ça génère aussi des problèmes, et faisons bien attention au fait que c'est politiquement très très difficile à gouverner, ce qui explique que de temps en temps, la gouvernance peut nous paraître mauvaise, parfois de plus en plus mauvaise, mais attendez, c'est ingouvernable, et pourtant, ça a été gouverné. Et pourtant, les enfants sont scolarisés, et pourtant, les problèmes de nutrition dans une bonne partie de l'Afrique se maîtrisent, et pourtant, l'alphabétisation a connu des progrès extraordinaires. C'est difficile à gouverner, mais c'est gouverné. Merci, Monsieur Zinsou. Je me tourne vers vous, Monsieur le ministre. Est-ce que vous partagez cet avis de Monsieur Zinsou sur la trajectoire des pays africains au cours des 10 dernières années? Et quand vous l'appliquez concrètement à des pays comme le Mali ou à des pays de la zone UEMOA, quel est le constat que vous pouvez faire? Merci. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, saluer tous vos participants, saluer M. Zinsou et Serge Mikhailov, que j'ai connu dans une autre vie. J'étais ministre, il était à la Banque mondiale, donc on n'a pas toujours été amis. On s'est chamaillé. Mais on s'est chamaillé, mais je ne sais pas qui a raison en fin de compte. On fera le point demain, on verra bien. Non, je voudrais dire que j'ai déjà écouté Zinsou, ce n'est pas aujourd'hui, et j'admire vraiment son engagement pour l'Afrique. On était à Aix-en-Provence, il ne s'en rappelle pas, mais c'était le cercle des économistes, ça s'appelle. Alors c'était une conférence bizarre où vous n'aviez que 6 minutes pour parler. Alors, moi j'étais venu, je n'étais pas au courant, j'ai amené une tartine, et puis il fallait juste parler 6 minutes. Alors quand vous aviez en face le PDG de Total, je ne sais pas qui d'autre, etc., et que c'était le seul discours détonnant, ça faisait quelque chose et c'était absolument admirable. Le Mali, les autres pays, ce que j'essaie d'éviter quand je vais dans les conférences, c'est de parler de l'Afrique comme d'un seul pays, de parler de l'Afrique comme d'un seul village et d'un seul point. On a toujours une vision globalisante de l'Afrique. Et quand j'étais ministre des Finances, j'allais à des conférences avec la Banque mondiale et on nous a mené une solution qui était la même du Caire au Cap. Mais c'est toujours dit, c'est bizarre que de trouver une seule solution pour tout le monde. Toujours est-il que c'était un raccourci et quand on vient en Europe, on vous dit la Belgique ça ne va pas, on vous dit la Grèce, on vous dit la France. On ne dira jamais c'est l'Europe, en fin de compte. Ça veut dire qu'on tient compte des particularités. Je tiens à dire ça parce que pour des étudiants, c'est extrêmement important que vous puissiez faire la différence. Ne pas dire l'Afrique est comme ça, l'Afrique n'est pas comme ça.
les problèmes de l'Afrique du Sud ne sont certainement pas les problèmes du Mali, certainement très différents. Aujourd'hui, la croissance fait partie des bons indicateurs. Il y a une croissance positive, comme l'a dit Lionel Zinsou tout à l'heure. Et je crois que les 10 dernières années, on a un rythme soutenu et c'est agréable de se soutenir. Moi, j'ai connu le Mali au moment où on était à volo, hein, on ne savait pas trop comment faire. Et quand on arrive à la dévaluation, depuis 1994 jusqu'à ces derniers temps, on a eu quand même une croissance soutenue, on a vu les choses s'améliorer. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'une moyenne cache toujours quelque chose. Quand on a les pieds dans le four, la tête dans le congélateur, en moyenne, ça va. Mais en réalité, ça ne va pas du tout. Alors, aujourd'hui, quand j'ai regardé ce matin les statistiques de croissance dans la zone IOMOA, que je vois que le Niger a 11,6%, que le Mali a moins 3%, mais la moyenne de l'IOMOA, c'est 5%. 5%, c'est bon. 5%, c'est bon. C'est pour dire qu'il faut quand même aussi faire une typologie de ces choses-là. Les pays qui sont très pauvres, qui sont sous PPT, sont catégorisés d'une certaine façon. Ceux qui ont du pétrole ou des mines ont aussi des croissances différentes, mais la moyenne globale peut être bonne. Donc il y a certainement une typologie à faire à ce niveau-là pour apprécier la croissance qu'il y a en Afrique, pour voir sa qualité et voir comment il peut aider à sortir du sous-développement, comme on dit, mais en tout cas surtout à diminuer fortement, à réduire fortement la pauvreté. La deuxième remarque que je ferai sur les problèmes de croissance, c'est que nous avons souvent un vrai problème de répartition des bénéfices de la croissance. Et ça peut poser problème. Il y a des pays qui ont été très riches, je cite la Tunisie parce que j'ai des amis à côté, mais l'un des problèmes, c'est la répartition de cette richesse-là qui fait que ça pose problème un jour ou l'autre. Donc il faut que la croissance aussi puisse bénéficier à la plus grande partie. Ce que Zinsou a dit est vrai, le problème de la démographie est un vrai défi. Quand est-ce que nous allons faire vraiment notre transition démographique? Et je crois que c'est l'un des défis les plus importants pour l'Afrique d'aujourd'hui. La troisième remarque, c'est qu'au-delà des problèmes de croissance, nous avons un déficit réel en matière de services publics de base. Nous avons des écoles surchargées, nous avons des difficultés pour avoir de l'eau potable, nous avons les statistiques que j'ai dans la zone IOMA, 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Et l'un des programmes phares que j'ai eu à développer, qui avait l'air tout simple dans la zone IOMA, c'est de faire des puits, tout simplement, de faire des forages. Et vous avez des femmes qui se levaient tous les jours à 5 heures du matin, qui allaient à 5-6 km pour aller chercher un seau d'eau. Toute la journée, c'était ça, en fait. Quand vous amenez un puits dans cet endroit-là, ce n'est pas le taux de croissance du PIB qui les regarde, c'est leur vie au quotidien. Et là, nous avons un déficit, et là, nous devons être interpellés. Ensuite, quand on parle de croissance aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment l'enjeu? Est-ce que l'enjeu, ce n'est pas le décollage, en fait? Le grand problème que nous avons en Afrique, c'est de décoller, d'avoir aussi nos 30 glorieuses. C'est de pouvoir faire comme l'Asie du Sud-Est, c'est de faire en sorte que les populations sentent dans leur vécu quotidien que les choses ont changé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ceux qui s'occupent de macroéconomie, n'ont pas la même perception que les autres, que la population, des progrès économiques. On dira que ça va bien au Mali, ça va bien au Bénin, mais ce n'est pas forcément partagé par la ménagère, ce n'est pas forcément partagé par les populations. Donc la perception n'est pas la même. Un jour, je défendais mon programme macroéconomique, j'étais fier de mes indicateurs, j'avais la félicitation de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, j'étais le ministre des Finances pimpant et fier. On m'a répondu tout simplement, la macroéconomie c'est bien, mais ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Et je n'avais pas de réponse à ça. Ça veut dire simplement que nos actions, il y a un problème de prolongement de ces actions pour que ça puisse toucher chacun dans son vécu quotidien. Je crois que c'est quelque chose de très important qui fait partie des défis que nous avons à relever. La dernière chose que je voulais dire sur la croissance, c'est que les problèmes de gouvernance, plutôt, de gouvernance économique et financière en Afrique, doivent se voir aussi avec la géopolitique. Nous sommes un continent qui est devenu un enjeu. Enjeu pour ceux qui cherchent des terres arabes, enjeu pour ceux qui cherchent des matières premières, enjeu même géographique pour ceux qui cherchent des chemins les plus proches des grands marchés.
Ça veut dire donc que nous sommes soumis à d'autres types de pressions qui font que nous ne gouvernons pas, entre guillemets, de la même façon que les autres. Et nous dépendons malheureusement beaucoup des ressources financières extérieures. Nous voulons construire un pont, la première chose qu'on fait, quel est le bailleur de fonds qui va nous accompagner? Nous voulons faire le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est l'Union européenne qui doit pouvoir nous aider pour cela. Je crois que ça, c'est des choses que nous devons mettre dans le paquet et on doit pouvoir se dégager de ça pour avoir notre propre épargne, pour avoir nos propres moyens pour faire face à la situation. C'est ce que Mme Moyo disait un peu en dénonçant la dette, bon, de façon peut-être un peu exagérée, mais ça pose un problème réel de savoir comment nous libérer de tout ça pour pouvoir continuer ce chemin triomphant. Je suis sûr que nous sommes dans le bon chemin, mais à chaque fois, nous arrivons à un tournant qu'il faut savoir bien négocier pour reprendre les choses en main. C'est-à-dire que notre capacité de négociation à certains niveaux est remise en cause. En tout cas, elle est interrogée. Voilà ce que je peux dire très rapidement sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je me tourne vers vous, Monsieur Mikhaïlov, en prolongeant ce que disait Monsieur le ministre sur la perception de la croissance. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion entre les chiffres qu'on affiche, notamment le taux de croissance du PIB, avec la réalité sociale et économique que vivent les populations au quotidien? Écoutez, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur je dirais l'exposé à la fois de M. Zinsou et de M. Cissé. D'abord, j'apprécie le caractère très nuancé de l'approche de M. Zinsou parce que je crois effectivement qu'il faut prendre la situation avec énormément de précautions, non seulement oratoires. Et puis, je voudrais insister sur la remarque fondamentale de M. Cissé, à savoir qu'on parle de l'Afrique globalement, mais on a quand même affaire à des pays et à des régions qui sont extrêmement différentes, extrêmement hétérogènes. Alors, je voudrais commencer par vous faire part un petit peu de mes impressions personnelles. Je veux dire, mon premier contact avec le continent africain, j'étais étudiant, j'étais parti en bateau-stop. Et j'étais allé, c'était en 1960, jusqu'à Madagascar, en passant par toute la côte est de l'Afrique. Et donc, j'ai un souvenir de Tananarive datant de 1960. Et puis, il se trouve que l'année dernière, je suis repassé à Tananarive, où j'avais une petite mission. Et j'ai trouvé quand même des changements colossaux en termes de changement urbain, de grossissement urbain. De la même façon, j'ai des souvenirs de Cotonou qui datent de 1968. À l'époque, c'était un de vos parents qui était président, d'ailleurs, Zinsou. Et je me souviens d'ailleurs très bien, j'avais eu l'honneur de lui serrer la main en tant que jeune coopérant, ce qui m'avait beaucoup touché à l'époque. Bon. Et bien Cotonou, en 68, c'était une toute petite ville, je ne dirais pas un village, mais vraiment une toute petite sous-préfecture. J'y suis repassé récemment. J'étais incapable de me retrouver. J'avais perdu tous mes repères. C'était une ville qui avait grossi de façon monstrueuse. Alors, je dirais, il y a donc des changements qui sont colossaux, qui sont liés à la croissance urbaine, qui sont liés à la démographie. Et juste une parenthèse pour renforcer ce que disait M. Zinsou sur la démographie. J'ai passé 5 ans de ma vie en Côte d'Ivoire. Bon. Eh bien, la Côte d'Ivoire, à l'indépendance, c'était 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 millions d'habitants. C'est-à-dire que le coefficient multiplicateur a été de 7 en 50 ans. Appliquez ce coefficient à la France. La France, aujourd'hui, aurait 350 millions d'habitants, sur lesquels il y aurait peut-être 150 millions d'habitants qui seraient d'origine maghrébine. Vous imaginez, je dirais, les tensions sociales que ça générerait? Vous imaginez, je dirais, et Le Pen serait au pouvoir depuis très longtemps. Donc il faut, quand on regarde l'Afrique, je dirais, garder un peu cette dimension en tête. Alors, l'Afrique a-t-elle décollé? Non, elle n'a pas encore vraiment décollé. Il y a une inflexion très nette, comme le disait tout à l'heure M. Zinsou, qui date en gros de l'an 2000. Et c'est paradoxal parce que cette inflexion, je dirais ce démarrage de la croissance en Afrique, coïncide avec le fameux titre infamant de l'hebdomadaire The Economist britannique, qui avait titré Africa, the Hopeless Continent. Bon, ce qui avait fait assez scandale à l'époque. Et l'économiste s'était vraiment trompé parce qu'il a titré ça juste au moment où, précisément, il y avait un changement dans les inflexions. Et après, il faut dire un quart de siècle de perdu en termes de développement. Parce que pendant un quart de siècle, le continent africain a eu en gros une croissance qui était égale à sa croissance démographique. Donc une croissance du PIB par tête qui était nulle. Alors, je sais bien, on peut critiquer les indicateurs macro, mais quand même, ce type d'indicateur est très important.
Donc on voit que le taux de croissance par habitant depuis l'an 2000 a été de l'ordre en moyenne de 5%, ce qui couvre de très grandes inégalités. Vous avez un pays comme le Zimbabwe qui a une croissance moyenne sur cette période de moins 4%. La RDC, ça doit être à peu près de 2%, correspondant au taux de croissance démographique. Et puis il y en a d'autres, on a des taux de croissance absolument fabuleux qui sont de 12-15%. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a d'abord le fait que l'Afrique a tiré parti de la mondialisation. C'est-à-dire que l'Afrique est devenue un des grands exportateurs de matières premières. Et puis, avec la flambée des prix des matières premières, du pétrole, etc., il y a la croissance de la Chine. Eh bien, elle a profité de tout cela. Mais dire que, je dirais, les bons résultats qu'on trouve aujourd'hui en Afrique sont liés essentiellement au prix du pétrole, au prix des matières premières, c'est faux. Parce qu'il y a également beaucoup de pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, qui ne sont pas producteurs de produits miniers, qui connaissent des taux de croissance tout à fait remarquables. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Eh bien, il y a quand même une amélioration de la gestion globale. Il y a une amélioration de la gestion macroéconomique, il y a l'amélioration de la gestion sectorielle. Et il y a beaucoup de pays qui, je dirais, se sont débarrassés de l'inflation, tiennent leur budget beaucoup plus sérieusement que la France. D'ailleurs, sur ce plan-là, on a des déficits budgétaires très inférieurs aux déficits budgétaires français, etc., etc. Donc on a une amélioration de la gestion globale qui se traduit dans une amélioration de la situation économique de beaucoup de pays. Alors en gros, il y a une vingtaine de pays qui se portent nettement mieux, avec des taux de croissance très satisfaisants, sur lesquels on pourra revenir. Et puis par contre, il y a une vingtaine de pays qui sont toujours à la traîne, qui sont toujours à la dérive. On pourra revenir là-dessus, sur les raisons de tout cela. Mais ces pays sont un point d'inquiétude très fort, parce que ces pays sont souvent sortant de conflits ou limites en termes de situation sécuritaire, etc. Et ces conflits, s'ils replongent dans les conflits eux-mêmes, sachant que ces conflits sont rarement localisés et on peut rarement les circonscrire de façon géographique très très serrée, eh bien ces conflits peuvent aussi retarder, bloquer le développement global de l'Afrique. Alors, juste un mot, je n'aime pas trop les statistiques, mais je me suis amusé à repérer un tout petit peu. Si vous voulez, quand on reprend en termes de décollage économique les statistiques du PIB par habitant sur l'Asie du Sud-Est en 1960, si on prend un ratio de 100, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en 2010, enfin pratiquement 2010, l'Asie du Sud-Est était à un ratio de 785. Donc le PIB par tête a été multiplié pratiquement par 8. Et l'Afrique subsaharienne, on est passé de 100 à 124. Et les 24, c'est vraiment tout récent. Donc on voit bien, je dirais, l'avion a commencé à rouler sur la piste, mais le décollage, il n'est pas encore là. Merci beaucoup, Monsieur Mikhailov. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que la croissance soit également liée à l'amélioration de la gestion globale. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez fait concrètement quand vous étiez à la tête de la commission de l'UEMOA pour améliorer la gouvernance dans cette zone économique? Oui, j'améliore pas seul, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Non, je crois que ce qui est important et nouveau, en tout cas dans la zone de l'UEMOA, c'est vraiment la mise en place de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous savez, nous avons 8 pays, nous avions une monnaie commune. Nous avions une monnaie commune qui était gérée donc qui est toujours gérée au niveau de la Banque centrale. Et l'intégration a été approfondie en créant une union économique que j'ai eu l'honneur de gérer pendant quelques années. Et je crois que le fait de définir un cadre dans lequel on mutualise les priorités est quelque chose d'extrêmement important. D'abord, les premières années, il s'agissait de s'assurer que le cadre macroéconomique était cohérent. On avait les mêmes indicateurs en matière de solde budgétaire de base, en matière d'inflation, en matière de dette, en matière de masse salariale par rapport aux recettes fiscales, etc., etc. Et là, nous avions une surveillance multilatérale où nous pouvions nous parler, où les États pouvaient se parler, disant vous avez bien fait, vous n'avez pas bien fait. Et je crois que cette surveillance mutuelle a aidé les pays à améliorer leur gouvernance. Et je crois que ceci est extrêmement important. Mais il ne fallait pas s'arrêter aux aspects uniquement financiers et monétaires. Il fallait prolonger cela. Il fallait faire en sorte qu'on ait les politiques sectorielles communes. Et nous avons défini un certain nombre de politiques sectorielles communes. L'un des problèmes phares, c'était les problèmes d'énergie, par exemple. Faire en sorte qu'il y ait une interconnexion qui va du Nigeria jusqu'au Sénégal. Définir ensemble les priorités en matière de route, en disant cette route est importante, pas forcément pour tel pays ou tel autre, mais cette route est importante pour la région.
Je crois que ça, c'est des éléments nouveaux que nous avons pu mutualiser, que nous avons fait accepter par les différents pays. Et chaque pays a accepté de laisser une part de sa souveraineté. En particulier, le commerce, toutes les règles de commerce sont définies par l'Union. Je crois que donc voilà des éléments qui ont permis d'avoir des points de croissance supplémentaires. Il y a eu des simulations dans ce sens-là qui montrent ce qu'apporte en plus l'intégration régionale. Je crois qu'aujourd'hui, en Afrique et dans le monde, tout le monde a compris qu'être ensemble est un plus. Et je crois que l'UEMOA, de ce côté-là, a fait la démonstration que ça peut marcher dans ce cadre-là. Et je crois que c'est un bon exemple à suivre. Très bien. Monsieur Zinsou, est-ce que vous partagez cet avis sur la gouvernance? Vous aviez dit tout à l'heure que l'Afrique est juste ingouvernable. Concrètement, comment les chefs d'État, ceux qui sont en responsabilité, comment ils peuvent justement aider à gérer la croissance et justement pour en optimiser les flux, par exemple? Alors, j'ai dit que c'était ingouvernable et que ça avait pourtant été gouverné et que notamment on avait fait, un peu dans la même logique que ce que disait le professeur Mikhaïlov, on a fait des choses qui, quand les volumes augmentent d'un facteur 7, sont très difficiles à maîtriser et qui, au fond, ont été maîtrisés. Donc, c'est ingouvernable, mais ça a été gouverné quand même. Après, la qualité de la gouvernance est plus ou moins bonne. Alors, si votre question, c'est comment on fait pour être chef d'État au jour le jour pour régler les problèmes, à mon avis, il faut que vous demandiez à votre hôte prestigieux, parce que moi, j'en ai une idée assez vague. Vous voyez, vous avez dit que dans la famille, effectivement, il y avait eu un responsable politique du plus haut niveau au Bénin, mais ça n'est pas héréditaire, malheureusement. Alors, malheureusement, je le regrette infiniment, mais si vous voulez, il y a deux façons de regarder nos gouvernants. L'une qui est relativement désespérante et qui est assez quotidienne, qui est de constater que nous avons des États très faibles, beaucoup trop faibles, et que les ajustements structurels des années 90, qui ont été très pénibles, qui ont été pires que ceux de la Grèce, ont encore affaibli plus nos États. Il y a une particularité, c'est que nous drainons à travers nos recettes fiscales une partie très faible du produit intérieur brut. C'est un miracle quand on arrive à lever en recettes fiscales plus de 15%, entre 15 et 20% du produit intérieur brut. C'est-à-dire, on n'a pas le luxe de se demander si 48% de prélèvements obligatoires et 55% de dépenses publiques à la française, c'est déjà entré dans le socialisme. Nous, on est très 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 loin du socialisme. On a, sur recettes nationales, on a un drainage dans l'économie des ressources nécessaires pour les biens collectifs qui n'est que très rarement supérieur à, je vous dis, une fourchette de 15 ou 20%. Donc nous avons des États qui sont faibles, la raison pour laquelle il n'y a pas de vitres aux fenêtres dans nos écoles et il n'y a pas de matelas sur nos lits d'hôpital et il n'y a pas de consommables dans nos hôpitaux, etc., c'est que la puissance publique n'a pas les moyens. Vous voyez, un pays développé de l'OCDE consacre entre 8 et 11% aux dépenses de santé publique. Un État africain a pour l'ensemble de toutes les fonctions sociales et régaliennes quelque chose en dessous de 20% pour assurer l'ensemble des missions. Donc, première particularité quand on est aux affaires, on travaille avec très peu de moyens. Et ça va durer assez longtemps parce que le secteur informel ne produit pas de recettes fiscales. D'où d'ailleurs certains pays, notamment le Rwanda, qui font de grands efforts qui sont en fait nécessaires pour sortir du secteur informel. Et en même temps, comment voulez-vous sortir du secteur informel quand vous êtes un entrepreneur, puisque ça consiste grosso modo à vous faire racketter par l'administration. L'administration se paye sur la bête parce qu'elle est très très mal payée, pas par une espèce de compulsion collective à la corruption, parce qu'elle est elle-même très très mal payée, très pauvre. Et donc, on a quand même ce problème d'avoir du mal à passer à la formalisation. Or, il n'y a que dans le secteur formel qu'on ouvre des droits aux travailleurs, qu'on les forme, qu'on est capable d'avoir le début d'une protection sociale et qu'on est capable de financer les biens collectifs. C'est-à-dire l'eau, dont on parlait tout à l'heure, les puits, l'accès à l'eau, l'assainissement, la santé publique, l'éducation.
produire des biens collectifs quand on collecte 15% du PIB, c'est juste impossible. Et c'est pour ça qu'on est dépendant de l'aide extérieure et de l'arbitraire de l'aide extérieure. On a besoin d'États qui soient beaucoup plus structurés. Donc si nous avons des États faillis, c'est parce que nous n'avons pas d'État du tout. Et encore une fois, la faillite des États n'est pas une conséquence ni de l'incompétence. D'ailleurs, la moitié de nos ministres sont formés à Sciences Po, donc il n'y a aucune raison, si j'en juge par les espérances que vous devez avoir si vous êtes étudiant à Sciences Po quant à votre destin demain, il n'y a aucune raison de penser qu'ils ont été mal formés. L'autre moitié, ils sont banquiers centraux, ils ont été formés à l'école du Fonds monétaire, si vous voulez. Donc non, ce n'est ni une question de compétence, ni une question de compulsion à la corruption, tout ça n'est pas vrai. C'est une question de données de base, avec quoi on travaille quand on est à la tête de l'État. Parmi les différences entre les pays, je crois qu'il faut aussi faire une différence, non pas entre les pays qui vont plus vite que la moyenne, moins vite que la moyenne, qui produisent du pétrole, qui ne produisent pas du pétrole, mais il y a une différence fondamentale, c'est les pays qui sont démocratiques et ceux qui ne le sont pas. Et un des grands avantages des pays qui sont raisonnablement des États de droit, alors après on pourrait poser des questions sur ces États de droit. Moi, j'appartiens à un pays qui est déclaré par les ONG comme étant un État de droit. Enfin, il y a quand même une immense différence, c'est le contrôle populaire, le contrôle par l'élection, et les élections à tous les niveaux. Au Bénin, quand un maire fait quelque chose de bien, il est réélu. Et quand il fait quelque chose de mal, le contrôle de la population, il s'exerce. Il y a, jusqu'à un certain point, même sur le pouvoir central, un contrôle. Donc c'est très important de voir que les progrès de la démocratie, ce n'est pas une condition de la croissance, ce n'est pas une condition du développement, mais enfin ça lui donne quelque chose de très différent en contenu, en termes de maîtrise des inégalités. Et donc ce n'est pas pareil d'être président depuis 30 ans dans le même pays, en se posant la question de savoir par quel astuce constitutionnelle on va faire un 7e mandat, si vous voulez, et d'être un président qui a 10 ans pour convaincre et 10 ans pour être jugé. Et au Bénin, il y a eu des alternances, il y a eu des présidents qui n'ont pas été réélus, et pour l'instant, les présidents s'en sont tenus à la Constitution. Et ça n'est pas pareil. C'est quand même très important. Même s'il n'y a pas de corrélation entre démocratie et taux de croissance, il y a plus de corrélation déjà entre démocratie et droits sociaux, démocratie et poids de la société civile, démocratie et syndicalisme, démographie et répartition des fruits de la croissance. Ça, c'est une différence assez importante. Donc, ce n'est pas pareil d'être président du Bénin, jusqu'à récemment président du Mali ou président du Sénégal, et être président de tel autre État que je ne vais pas citer, assez proche, mais qui n'est pas sous contrôle démocratique. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Sur la paralysie des institutions, l'inefficacité, l'inefficacité de l'administration, un jour j'ai dit au président du Bénin quelque chose qui ne l'a pas fait rire, et qui ne vous fera pas rire d'ailleurs non plus, monsieur le président, mais J'ai ri avant. j'ai lui dit, écoutez, sachant que votre gouvernement va détourner 5% du produit national brut, pourquoi ne pas les réunir le 1er janvier, les leur donner et leur dire revenez le 31 décembre prochain, parce que le problème, ce n'est pas que vous détourniez 5% du produit national brut. C'est d'ailleurs pas très malin, parce que c'est bien moins bien qu'en Chine, c'est beaucoup plus bas qu'en Inde. Enfin, il y a plein de pays où on fait beaucoup mieux. Je ne vous parle pas de la Russie, je ne vous parle pas de l'Asie centrale. On a un niveau très modeste. Il faut que vous le sachiez, si vous avez des espérances. On a une corruption modeste, artisanale, rudimentaire, par rapport aux grands pays développés ou aux pays émergents. Bon, franchement, en termes d'espérance pour la corruption, restez en France. Bon, mais c'est indicible. C'est indicible, donc je ne l'ai pas dit. Hein. Et en plus, je suis sûr que personne ne l'a enregistré. Mais notre problème, ça n'est pas, si vous voulez, ça n'est pas la corruption. Moi, ce que j'essayais de dire au président, c'est qu'il détourne et qu'il gaspille 5% du PIB. On s'en fiche, on vit très bien avec 5% de diversion du PIB. Le problème, c'est que pour les prendre, ils nous dérangent franchement. C'est-à-dire tous les entrepreneurs
Parce qu'on a un système de corruption relativement paralysant. Et j'ai eu une conversation avec son prédécesseur qui m'a frappé. Même chose, vous éteignez la caméra. Et ça a impressionné ma fille parce qu'elle avait 25 ans, elle m'avait accompagné à cette audience. Il dit, je vous offre une statue pour votre fondation, c'est une statue faite en récupération, ça s'appelle le fonctionnaire corrompu. C'est une statue, on voit, enfin, à la Giacometti, un peu, on voit quelqu'un avec une serviette ouverte et apparemment il faut remplir la serviette pour un fonctionnaire corrompu. J'ai dit, monsieur le Président, il n'y a pas de fonctionnaire corrompu au Bénin. Il me dit, mais bien sûr que si. Je dis, mais vous avez des ministres honnêtes. Il m'a dit, mais bien sûr que non. Je dis, mais en général, monsieur le Président, voyons quand même, moi en plus j'en connais, que je connaissais avant qu'ils entrent au gouvernement. Il m'a dit, mais s'ils étaient honnêtes, ils seraient morts. Et au bout de 15 jours, ils ont compris. Ils ont le choix entre rentrer dans le système et y survivre, ou sortir tout de suite du système, parce qu'ils sont une menace pour le système. Donc on a ce problème très très particulier d'un système. Ça ne suffit pas à faire échouer les économies, mais c'est au jour le jour extrêmement pénible pour les gens qui entreprennent. Un système où l'administration, non pas, contrairement à ce que disent les gens, parce que les individus seraient passionnés de leur intérêt personnel et totalement indifférents à l'intérêt général. Non. Mais nous avons un système qui est si pauvre qu'il est assez profondément dysfonctionnel, avec une corruption relativement paralysante. Mais bon, on n'est pas les seuls. Les Indiens ont une formule, India grows at night. Quand vous demandez aux Indiens pourquoi l'Inde ne croît-elle que la nuit, ils vous répondent « because government sleeps ». Et nous avons ce problème. Nous avons ce problème. Ce n'est pas un très grave problème. C'est beaucoup moins grave que ce que pensent les Occidentaux qui ont un problème au moins aussi grave. Donc, les pays qui nous donnent des conditionnalités pour notre aide, je parle sous le contrôle d'un haut responsable de la Banque mondiale, les pays qui nous donnent des conditionnalités ne satisfont pas à ses propres conditionnalités. C'est vrai que ce qui est pratique avec la Chine, qui ne met pas de conditionnalité à son aide, c'est que franchement, ça ferait sourire que la Chine mette des conditionnalités à son aide. Je veux dire des conditionnalités éthiques, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour la Chine. Un jour, puis je termine cette anecdote là-dessus, mais il y avait dans la salle un président africain, qui est le président du Nigeria. C'était au Quai d'Orsay, c'était le dernier discours de Madame Michèle Alliot-Marie. Elle revenait de Tunisie, comme vous savez, et elle devait quitter le gouvernement. Et elle s'est adressée à tout le public qui était là, au président Obasanjo, en disant, bon, il n'y aura pas de croissance sans bonne gouvernance. Il n'y aura pas de croissance sans éradication de ces complaisances de la corruption. Il n'y aura pas de croissance si les élites africaines ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas de développement sans morale. Mais écoutez, comme on est africain, qu'on a le sens de l'hospitalité, personne riait. Maintenant, le lendemain, elle n'était pas ministre. Elle n'était plus ministre pour des raisons simples, c'est que voilà, la France parfois a des relations un peu compliquées avec certains États et même les gens de pouvoir. Il faut faire très attention à ces sujets. Si vous voulez, la corruption, c'est un invariant. La corruption n'est pour rien dans les retards africains. D'ailleurs, on n'est pas moins corrompu depuis les années 2000 que depuis 1960. On ne l'est pas moins, on l'est plus. Donc faites attention dans l'analyse de la corruption, c'est un invariant sur la croissance. Mais dans notre cas, elle peut avoir des effets un peu paralysants sur la création, la dynamique du secteur privé et la dynamique de la classe moyenne. Et quand on est un chef d'État, où on vit avec le système, où on vit contre le système, mais si vous voulez, grosso modo, pendant encore quelques décennies, il va falloir tourner autour de cette réalité-là qui pose un problème et qui va nous ajouter un petit problème de gouvernance. Merci, M. Zinsou. Monsieur Mikhaïlov, j'aimerais juste que vous réagissiez aux propos de M. Zinsou sur la corruption, sur les exigences des partenaires au développement.
je rajoute un petit volet, c'est qu'on a souvent critiqué les institutions de Bretton Woods pour les exigences qu'elles ont pu avoir vis-à-vis des pays africains. Aujourd'hui, est-ce que la façon dont l'aide au développement est en train de se mettre en place a changé par rapport à ce qu'on avait il y a 10-20 ans? Et comment on prend en compte certains aspects comme la corruption, par exemple? Je vous remercie. Alors, sur la corruption, il faut bien voir que, je dirais, la position des institutions internationales, de Bretton Woods, etc., ça ne vient pas, je dirais, de leur staff. Je veux dire, les gens qui ont un peu de bouteille savent très bien ce qu'il en est en matière de corruption. Simplement, nous avons au conseil d'administration de ces institutions des représentants de pays qui ont, je dirais, une éthique, qui sont très insistants sur l'éthique, en particulier les pays nordiques, et qui sont là comme, je dirais, un petit peu des gardes-chiourmes vis-à-vis des services, pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune déviance par rapport à des normes qui sont adaptées à la Suède, à la Norvège, au Danemark, mais pas forcément aux pays dans lesquels nous travaillons. Donc au niveau des équipes opérationnelles d'une institution comme la Banque mondiale, où on sait bien la façon dont ça se passe dans ces pays-là, on sait bien ce qu'on peut demander et ne pas demander. Et en même temps, les exigences, je dirais, du conseil d'administration qui, en fin de compte, projettent, je dirais, un niveau de demande qui s'adapte au cas de la Suède, de la Norvège, etc., c'est ça qui crée un peu à la fois des tensions et des absurdités. Je dois dire qu'il y a peu de temps, je dînais un soir avec un ancien ministre de Mobutu. Et donc, c'était très intéressant pour moi. Donc, j'ai lancé un peu justement sur la corruption, en lui disant quand même, ça exagérait à l'époque de Mobutu, c'est pas possible. Il me dit non, pas du tout, monsieur Michael, vous n'avez rien compris. Mobutu, il lui fallait 300 millions de dollars par an pour fonctionner. C'est-à-dire, il avait besoin de ça pour ses dépenses, ses voyages, pour distribuer, etc. Mais ça, c'était quelle que soit la conjoncture économique. Il se trouve qu'il a pris des décisions économiques déplorables, la zaïranisation, etc., que, je dirais, l'économie zaïroise s'est contractée et qu'il avait toujours besoin de 300 millions. Donc il est venu un moment où il y avait une contradiction entre ses besoins incompressibles et ce que l'économie était capable de supporter. Il m'a dit c'est ça qui a produit, je dirais, le désastre au Zaïre de l'époque. Mais ce n'est pas du tout... Alors, j'aurais quand même également quelques bémols à apporter, parce que quand la corruption envahit tout le corps social, ça devient quand même un obstacle à toute politique économique, à tout développement. Lorsque le système juridique est complètement corrompu, c'est-à-dire que lorsque vous achetez vos décisions de justice, lorsque la police est complètement corrompue, et devient au contraire un élément des réseaux de rackets, etc., là, vous allez aux ennuis les plus sérieux. Une justice complètement corrompue, vous ne pouvez plus avoir d'investissement privé. Une police complètement corrompue, vous n'avez plus de sécurité. Donc vous n'avez plus de sécurité, vous ne pouvez plus fonctionner. Donc là, il faut quand même bien voir. Alors vous avez plusieurs niveaux de corruption. La très grande corruption au niveau des chefs d'État, qui porte sur les grands contrats miniers, pétroliers, etc. La corruption intermédiaire au niveau de toute la classe moyenne, qui, elle, peut contribuer à paralyser le pays. Puis la petite corruption des gens dans la rue, je dirais du flic qui vous arrête pour avoir 3 sous parce qu'effectivement, il ne peut pas vivre avec son salaire. Donc il faut bien distinguer ces 3 niveaux-là. Alors je reviens un tout petit peu sur les autres questions que vous me posiez, mais avant d'aborder ces questions-là, je voudrais insister sur un point. On parlait je dirais, du développement d'Afrique qui est quand même en bonne voie aujourd'hui. Je voudrais quand même insister sur quelques risques, quelques points de fragilité et de faiblesse. Le premier point de faiblesse sur lequel je voudrais assister, c'est la très faible diversification des économies africaines depuis les 12 dernières années. On a des économies qui sont quand même très tirées par des mono-exportations, souvent minières, pétrolières ou agricoles. Et le développement industriel est quand même très faible. Il y a un point qui m'a quand même frappé, c'est que la part de la valeur ajoutée dans le PIB africain a décru de 2000 à 2010, de 2 points à peu près. Donc on voit bien que l'industrialisation de l'Afrique est quand même la clé d'un développement soutenu, sérieux de l'Afrique, est en difficulté. Est en difficulté pourquoi? Parce que d'une part, dans les pays pétroliers ou à ressources minières, se passe une maladie économique qui s'appelle le syndrome hollandais, qui fait que vous avez une perte de compétitivité liée à l'existence de ces richesses faciles que sont les mines et le pétrole. Et donc vous avez à la fois une perte de compétitivité liée à ce phénomène-là, et vous avez d'autre part l'invasion des produits manufacturés à bas coût, produits par la Chine, et qui sont très adaptés aux besoins de consommation des consommateurs africains, en termes de produits vraiment très, très adaptés. Donc vous avez aujourd'hui dans beaucoup de pays africains
une destruction de l'industrie légère qui s'était constituée dans les années 60, 70, 80, 90. On le voit au Nigeria aujourd'hui, c'est très inquiétant. Et face à cette destruction du tissu d'industrie légère, vous n'avez pas actuellement je dirais une montée en puissance ni des transformations des produits primaires, et vous n'avez pas non plus l'insertion de l'Afrique dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Vous savez, l'industrialisation au niveau mondial, c'est fait d'un découpage en petits morceaux des processus industriels. Et je te sous-traite telle petite partie à la Slovénie, telle autre partie à la Turquie, telle autre partie à la Chine, etc. Et on essaie d'assembler tout ça dans un endroit dont on décide la localisation en fonction des avantages comparatifs de ces lieux-là. Eh bien, l'Afrique aujourd'hui n'a pas encore réussi à s'insérer dans ce fonctionnement, ces chaînes de valeur. Pour quantité de raisons, des insuffisances en matière d'infrastructures, des dysfonctionnements au niveau même des infrastructures, un environnement des affaires qui n'est pas satisfaisant, l'éloignement des grands centres d'activité. Donc un des grands enjeux de l'Afrique pour les 2 décennies qui viennent, ça va être de récupérer une partie des activités que la Chine va être obligée de délocaliser par suite de la hausse de ses coûts de main-d'œuvre et de la réévaluation progressive du yuan. Donc est-ce que ce que la Chine va perdre par suite de sa perte de compétitivité sur les activités de main-d'œuvre au profit du Cambodge, du Vietnam, etc., est-ce que l'Afrique va ou non en récupérer une partie? Ça fait partie des grands défis et des grands enjeux. Personnellement, je crois qu'un certain nombre de plateformes portuaires, en particulier sur l'océan Indien, vont récupérer une partie de cette activité. Et ce sera le démarrage, je dirais, de l'insertion de l'Afrique dans les chaînes de valeur internationales de mondialisation. C'est très important. Deuxième point, c'est, je dirais, en matière agricole, la faiblesse agricole de l'Afrique, qui est liée d'abord à des raisons intrinsèques, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile d'irriguer en Afrique qu'en Asie. Je rappelle que 6% des terres arables africaines sont irriguées, alors que 40% des terres arables en Asie sont irriguées. Deuxièmement, les politiques agricoles qui ont souvent finalement favorisé les importations de produits alimentaires étrangers, parce que ça permettait, dans un contexte où c'était les classes urbaines qui avaient le poids politique, qui étaient capables de faire tomber un régime par des émeutes, etc., alors que les paysans pouvaient bien crever de faim dans leur fond des campagnes, eh bien, très souvent, beaucoup de pays ont favorisé les importations de produits alimentaires à bas coût et ont provoqué, en faisant cela, eh bien, ça leur a permis de nourrir à bas prix leur population urbaine, donc de satisfaire les populations urbaines qui avaient un très faible niveau de vie. Mais en même temps, ça produit une déconnexion entre les campagnes et les villes. Ce qui aujourd'hui met les villes en risque, parce qu'on a vécu 40 ans de baisse tendancielle des prix alimentaires mondiaux au niveau global. Et on est aujourd'hui à un point d'inflexion avec des instabilités sur les prix mondiaux alimentaires qui font que d'un jour à l'autre, on peut avoir des augmentations de 40 à 50% des produits alimentaires dans les grandes villes africaines, ce qui risque de provoquer des émeutes de la faim telles qu'on a connues. Donc l'un des grands enjeux également dans les années à venir, ça va être de reconnecter les campagnes avec les villes, ce qui va impliquer quand même des politiques de prix qui vont être plus sévères que par le passé, ce qui politiquement est extrêmement difficile à conduire. Je m'écarte un petit peu de la question que vous m'aviez posée, mais je voulais rappeler ces points de fragilité. Donc, en gros, est-ce que les bailleurs de fonds sont plus raisonnables avec, par exemple, la Grèce qu'avec les pays africains? Mais je vous réponds tout de suite, non, absolument pas. Et ils répètent sur la Grèce les erreurs colossales qui ont été répétées, en particulier sur la zone franc. J'ai fait un papier il y a 18 mois dans Libération là-dessus, en faisant le parallèle entre les politiques d'ajustement conduites en Côte d'Ivoire dans les années 80-90, où dans un contexte où on ne pouvait pas dévaluer parce qu'on avait une monnaie commune, on a essayé de conduire ce qu'on appelle un ajustement réel, c'est-à-dire de baisser effectivement les salaires réels, ce qui est épouvantable. Parce que, je dirais, lorsqu'on peut dévaluer, on joue sur, je dirais, les facilités monétaires pour arriver à faire avaler des changements de niveau de vie à la population beaucoup plus facilement qu'en restant dans un régime de taux de change fixe. Donc aujourd'hui, que ce soit le Fonds monétaire international, encore que c'est sans doute lui le plus raisonnable en ce domaine, la Banque centrale européenne et les autorités européennes, sont en train de fourvoyer sur la Grèce sans tenir compte en rien du tout, je dirais, des enseignements qu'il faut tirer aujourd'hui
de 15 ans d'ajustement abominable, en particulier dans la zone franc, qui ont conduit à une dévaluation qui est arrivée beaucoup trop tard, qui a été beaucoup trop brutale par là même, et qui a donné lieu à des conséquences tout à fait dramatiques. Donc je vous dirais non, il n'y a pas d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'au niveau des universitaires, il n'y a pas des tas de gens qui portent le même jugement que moi sur les choses, mais au niveau des praticiens, je ne trouve pas d'amélioration. D'ailleurs, je trouve quelques-uns des individus qui ont, je dirais, été aux commandes de la zone franc, ont été également aux commandes de la Banque centrale européenne à des périodes critiques. D'accord. Merci, Monsieur Mikhailov.